Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la page Facebook du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Je m'appelle Vincent Pastorelli et je suis ravi d'animer ce Facebook Live aujourd'hui, un Facebook Live exceptionnel. Pour ses 20 ans, le musée nous propose une grande première, la première exposition en France consacrée à Sigmund Freud. Plus de 200 pièces en tout genre, peinture, dessin, gravure, objets, dispositifs scientifiques sont regroupés ici pour retracer et mieux comprendre le cheminement intellectuel et scientifique de Sigmund Freud. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Philippe Comard. Bonjour. Philippe. Vous faites partie du commissariat de l'exposition en tant que conseiller scientifique. Oui. L'occasion aussi de préciser que le commissaire général est Jean Clair. Première question, Philippe, merci d'être avec nous déjà. N'hésitez pas encore une fois, ce live est interactif par définition, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos questions, c'est tout l'intérêt de ce Facebook Live. Première question, Philippe, elle est toute simple. Comment expose-t-on Sigmund Freud ? Alors, c'était un projet assez ambitieux puisque Freud n'est pas un artiste, donc c'est d'abord une figure intellectuelle. Et l'objectif, ça n'était pas de faire une vie sur la vie de Freud, il n'y a pas ni ses cigares ni ses pantoufles qui sont exposés, mais véritablement sur le parcours intellectuel de Freud à la frontière du 19e siècle et du 20e siècle, et quelle était l'importance de Freud, de la pensée de Freud dans cette époque, en essayant de la remettre et de la replacer dans le contexte dans lequel elle est née. Alors Freud, on va démarrer avec ses brillantes études de médecine qu'il a commencé à Vienne et qu'il a poursuivi à Paris. Oui. On va aborder peut-être ce tableau. On peut commencer par le plus spectaculaire tableau qui ouvre l'exposition. Dans ce tableau, qui représente une leçon de Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière, qui a été peint en 1887, c'est-à-dire très peu de temps après que Freud lui-même soit venu ici à Paris pour suivre les leçons de Jean-Martin Charcot. Charcot était une sorte de pape de la neurologie à l'époque. Il avait fondé le service d'études des maladies nerveuses à la Salpêtrière, qui était un hospice essentiellement féminin. Il y avait plus de 3000 patientes dites folles, je mets des guillemets, mais qui étaient plus ou moins internées dans le service de la Salpêtrière. Et que voit-on sur ce tableau? Eh bien, on est véritablement devant une sorte de représentation théâtrale. D'un côté, il y a du public, de l'autre, en face, il y a une actrice, devant, il y a un metteur en scène qui est Jean-Martin Charcot, il y a des assistants autour de cette actrice, et cette actrice, c'est une malade en fait qui est atteinte d'hystérie. Et devant ce public, qui n'est pas simplement un public de médecins, mais qui est un public très varié, il y a des écrivains, il y a des personnalités politiques, il y a le secrétaire perpétuel de la Comédie Française, il y a les historiens. Alors Freud n'est pas sur le tableau parce que le tableau a été peint juste après la venue de Freud, mais les leçons se passaient de cette manière-là. Il était alors tout jeune médecin. Il avait 30 ans, il était tout jeune médecin à ce moment-là. Et qu'est-ce qui intéresse Freud? C'est précisément ces maladies qu'on pourrait dire aujourd'hui psychosomatiques, c'est-à-dire où certaines maladies qui ne présentent pas de lésions dans le corps humain, néanmoins, à certains moments, par un processus de conversion, provoquent des convulsions, des contractions, des crispations, des tremblements. Et ce sont toutes ces maladies dont les contours sont très protéiformes qui vont intéresser Freud, en sachant que l'une des méthodes d'investigation de Charcot, c'était l'hypnose. Il pensait que l'état hypnotique était d'ailleurs un état qui était propre aux hystériques, et donc il mettait sous hypnose ses patientes, et il arrivait sous hypnose à recréer artificiellement les névroses dont elles souffraient, voire à dénouer ces névroses sous hypnose. Et ce que ne comprend pas d'une certaine façon Charcot, c'est que la part de suggestibilité, la part de suggestion, n'est-ce pas, la mise en scène même va exagérer, hypertrophier tous ces symptômes. Et c'est en fait dans ce nœud entre le médecin et le malade que l'hystérie va être décrite dans les services de Charcot, sans comprendre en fait qu'il y a une interférence entre les deux. Et d'ailleurs, si vous regardez attentivement le tableau dans son extrême gauche, vous voyez que la femme qui prend ici une posture typique d'une posture hystérique, c'est-à-dire avec une hypercambrure au niveau du dos, la main retournée, etc., correspond exactement, mais inversée à 90 degrés, à l'image qui est représentée en haut, où l'on voit effectivement cette fameuse posture en arc hystérique
Donc la suggestion fonctionnait, c'est comme si on lui présentait en quelque sorte l'image qu'elle devait prendre, et elle ne faisait que finalement répondre à l'attente qui était à l'attente des médecins qui l'entouraient. Ça ne veut pas dire qu'elle était à proprement parler actrice ou complaisante, mais voilà, on était dans un lien nodal entre le médecin et le patient qui empêchait en fait d'avoir un regard objectif sur la maladie dont elle souffrait. Ce qui illustre aussi assez bien ce que vous venez de dire, Philippe, ce sont les dispositifs qui sont juste derrière nous, notamment ce qu'on appelle le baquet de Mesmer ici. Sont des outils qui illustrent aussi cette période, si vous voulez. Alors, ça illustre une période qui précède, puisque le tableau ici est de 1887, et déjà les phénomènes de suggestion sur le plan psychologique étaient très à la mode à la fin du XVIIIe siècle. Notamment, il y avait un médecin allemand qui s'appelait Mesmer, qui a exercé à la fois à Vienne et à Paris, et qui pensait que nous étions habités par une sorte de fluide animal, de fluide magnétique, et que lorsque la répartition de ce fluide était malencontreuse, lorsque ce fluide n'était pas bien réparti, eh bien on pouvait recharger les individus avec cette pile, parce que c'est vraiment une sorte de pile. Il y avait dedans du verre pilé avec de la limaille de fer. Comment ça fonctionnait très concrètement? Et alors très concrètement, les gens pensaient pouvoir soigner leur malaise en venant se recharger. Donc ici, vous aviez un baquet qui permettait de soigner simultanément une dizaine de personnes qui venaient en touchant et en prenant certaines aiguilles ici métalliques, en s'accrochant aux cordes. Et la suggestion était tellement forte qu'en fait, le ressort psychologique de la suggestion influait tellement qu'elles tombaient en catalepsie, elles avaient des crises, elles tombaient en pamoison, voilà, dès qu'elles s'approchaient de cet objet. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est vraiment, en quelque sorte, une sorte de précurseur des phénomènes hypnotiques qui vont être ensuite décrits à la Salpêtrière, un siècle plus tard, par Charcot. Freud et ses dessins, qu'on peut voir aussi ici. Voilà. Alors, avant de s'intéresser aux maladies psychiques, Freud a d'abord été un neuroanatomiste, c'est-à-dire vraiment une école très dure, très positiviste, très empirique. Le positivisme se caractérise par le fait que les scientifiques pensaient que, justement, à l'inverse, par exemple, de Mesmer, qui pensait qu'il y avait un fluide vital un peu particulier, ils pensent que tous les phénomènes biologiques ressortissent soit de la physique, soit de la chimie. Et donc, on peut les mesurer, on peut les quantifier, on peut les représenter. Et c'est cette approche donc très positiviste, très empirique, qui caractérise Freud à ses débuts. Il va notamment disséquer pratiquement une centaine de lamproies, qui est une sorte d'anguille, et essayer de mettre à jour le système nerveux, les ganglions nerveux de cet animal, pour comprendre comment fonctionnent les connexions entre neurones. On est tout proche de ce que va découvrir ensuite Ramón y Cajal sur les synapses, tout ça. Donc il a eu un travail très sérieux, très solide sur le plan de la neuroanatomie. Et ensuite, de la neuroanatomie, guidé par son premier maître qui était Brücke, il va, grâce à son second maître, Meinert, s'intéresser plutôt à la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on passe de l'analyse des tissus aux maladies qui sont propres au système psychique. Puis, et c'est dans ce cadre-là qu'il va faire son stage à Paris auprès de Charcot en 1885. Vous parliez à l'instant de Charcot. Charcot avait un assistant qu'on va aborder. Oui, alors Charcot avait un assistant qu'on voit d'ailleurs, qui est un des personnages du tableau. Et donc là, on ne suit pas l'ordre de l'exposition, mais voilà. Un assistant qui s'appelle Richer. Qui s'appelait Paul Richer, qui était son dessinateur attitré. Alors il faut comprendre que pour Charcot, les névroses, c'est-à-dire ça englobait toutes les maladies nerveuses à l'époque, certaines d'entre elles étaient consécutives à des lésions dans le cerveau, donc on pouvait identifier effectivement telle ou telle maladie parce qu'il y avait une lésion à un certain endroit, mais
d'autres ne présentaient aucune lésion. Donc le problème, c'était comment caractériser ces maladies en l'absence de tout stigmate laissé sur le corps. Autrement dit, si on dissèque un névrosé, on ne peut pas savoir où est la névrose. Comment illustrer? Et donc, voilà. Alors Charcot va avoir l'idée, en quelque sorte, de s'entourer de dessinateurs et de photographes, parce qu'il comprend que finalement, on ne peut faire la clinique de ces malades qu'en étudiant tous les comportements atypiques du temps de leur vivant. Physique. C'est-à-dire, oui, alors les crispations, physique, les contorsions, les bégaiements, les clignements d'yeux, les paralysies, etc. Et donc, il s'entoure de photographes, il s'entoure de dessinateurs. Paul Richer est un de ces dessinateurs, mais il va s'entourer aussi de photographes. Albert Londe, il va fonder ce qu'on appelle l'iconographie de la Salpêtrière, qui est une sorte de monumentale encyclopédie dans laquelle il va répertorier toutes ces images en essayant de les commenter pour essayer de définir, de faire la clinique de ces maladies psychiques. Et c'est là où on est, par rapport à Freud, dans une sorte d'antiposition. Freud va finalement prendre exactement le contre-pied de toute cette analyse qui surinvestit le malade du regard, puisqu'on sait qu'avec la psychanalyse, il va lui tourner le dos. Autrement dit, il va essayer de dénouer, de défaire ce lien de suggestion avec le malade. On n'est clairement pas dans l'image. Et en abandonnant totalement l'image pour accéder à la parole. Là, vous avez un très joli tableau de Moreau de Tours qui est dans la même veine finalement que celui de Brouillet, à la différence néanmoins que dans le tableau de Brouillet, il y a une seule malade et un grand parterre de public qui l'observe, alors qu'ici, vous avez le personnage principal, c'est Jean-Bernard Louis, qui était le médecin ici qui travaillait dans cet hospice, et vous voyez ici une quinzaine ou une dizaine de femmes qui tombent dans des états hypnotiques. Vous avez un petit objet ici qu'on distingue à peine, mais qui est une sorte de miroir aux alouettes. C'est comme une petite boîte à musique avec deux petits oiseaux qui tournaient. On demandait à ces femmes de fixer ces objets et elles tombaient en état hypnotique. Pour la petite histoire, il s'avère que son assistant, en fait, payait les patientes pour jouer l'hypnose et se jouer du médecin. Donc on est ici dans un cas assez limite, oui, puisque ce n'est pas tellement la représentation d'une scène d'hypnose, c'est une sorte de supercherie dont le principal disons, ordonnateur est victime. Voilà. Mais ça montre aussi tous ces rapports très complexes entre la suggestion, entre la volonté d'essayer de caractériser des choses qui ne sont pas caractérisables, et puis aussi l'élan très très important du spiritisme, de toutes les formes de spiritisme qui existent à la fin du XIXe siècle. C'est le siècle où Victor Hugo fait tourner les tables, c'est le siècle où tout le monde s'intéresse à ces phénomènes parapsychiques qu'on ne comprend pas. Et là, on est complètement dedans. Mais là, on est complètement dedans, avec en plus l'élément supercherie qui est très important. On l'a abordé aussi très rapidement. Freud a fait de brillantes études de médecine à Vienne et il a fait un court passage à Paris. Une partie de l'exposition est justement consacrée à sa vie parisienne. Donc il est resté que 4 mois, vous me disiez. Il est revenu, mais il a passé 4 mois à Paris. Et pendant ces 4 mois, il n'a pas fait que suivre les leçons de Charcot à la Salpêtrière. Il s'est beaucoup complu dans la vie parisienne, en allant notamment au Louvre, qu'il a énormément fréquenté, et surtout la salle des Antiques, c'est-à-dire, et plus particulièrement celle des sculptures égyptiennes. Et on sait que ça va énormément le marquer puisqu'il va devenir un collectionneur. Par ailleurs, il avait lui-même été invité dans les grandes soirées de Charcot, soirées mondaines où il y avait à la fois des scientifiques, des hommes de lettres. Et Charcot lui-même était un grand collectionneur, donc il va être très impressionné par l'univers dans lequel vit Charcot. Et donc il va lui-même par la suite répéter en quelque sorte dans sa propre vie ce modèle. Parmi les gens il va au théâtre, à la Comédie Française, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il achète des places au Poulailler et il va écouter Oedipe Roi. On sait que la pièce de Sophocle d'Oedipe, on sait que l'importance d'Oedipe et du complexe d'Oedipe sera déterminante
déterminante pour lui. Il va aussi écouter Yvette Guilbert chanter. Il aura une fascination pour Yvette Guilbert. Il entretiendra même une correspondance avec elle sur le rôle de l'artiste. D'un côté, Yvette Guilbert défendait la théorie de Diderot sur le fait que dans le complexe le paradoxe plutôt du comédien, c'est que pour Diderot, le comédien ne doit pas trop s'investir dans son sujet pour être capable de le dominer. Et ça, c'est la théorie que défend Yvette Guilbert. Et Freud lui dit, mais non, pas du tout. Si vous êtes capable d'exprimer la passion, la violence, la douleur, etc., c'est parce que c'est quelque chose que vous faites remonter du fond de vous-même. Donc cette parenthèse parisienne, finalement, elle est capitale quelque part dans son parcours. Elle est capitale, d'abord parce que l'hystérie est une maladie d'époque, on pourrait dire. On la retrouve aussi bien donc au théâtre, dans les affiches, dans les illustrations. Et c'est surtout cette partie-là qui va l'intéresser, c'est le fait que finalement il comprend que certaines maladies qui n'offrent aucune lésion visible sur le corps humain peuvent avoir un impact extrêmement violent sur le corps, au point de provoquer des paralysies, etc. Et il va se demander pourquoi, et il va imaginer une théorie qui est la fameuse théorie du refoulement, n'est-ce pas? À savoir qu'un traumatisme de l'enfance, nous allons le refouler pour ne pas en souffrir, mais parfois, ce traumatisme va se reconvertir par un processus de reconversion en une affection qui est d'ordre somatique, c'est-à-dire purement physique. On abordait justement le regard, et cette partie-là de l'exposition l'aborde pleinement. Finalement, l'absence de lésion et l'importance du regard. Voilà, alors ici on a un certain nombre d'œuvres qui évoquent, comme ici ce très beau tableau qui évoque l'opéra Lucie de la mer mort de Donizetti, où la protagoniste à la fin de sa vie, par une histoire d'amour qui est à la fois très classique, banale et pas en soi intéressante, se retrouve un peu comme Lady Macbeth à devenir folle. Et ce qui est intéressant dans la représentation ici, c'est que non seulement elle est représentée prostrée, dans une attitude de prostration, mais en même temps le regard qui émane de la personne n'est pas tellement un regard fixé sur un objet. On sent qu'en fait c'est un regard en quelque sorte intérieur, comme si l'œil n'était pas simplement l'organe qui permet de voir, mais aussi l'organe qui est une sorte de voie d'accès vers l'âme. Vers l'âme. De même, on sait très bien quand les amoureux se regardent dans les yeux, n'est-ce pas, ils essayent de percer à l'intérieur du regard de l'autre quelque chose de l'autre. Voilà. Et donc, il y a toute cette iconographie sur l'épouvante, sur l'effroi, qui cherche à montrer la réversibilité en quelque sorte de l'organe de la vue. On passe de la chose vue à la chose qui est vue en soi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve la peinture qu'on a vue au début de ce direct. Très rapidement, on voit ici ce tableau de Brouillet. Ce qui est intéressant, c'est que Charcot, je ne sais pas par quelle circonstance, puisque c'est après son retour à Vienne, a commandé cette gravure qui représente le tableau de Brouillet et l'a accrochée dans son bureau de consultation à côté de la porte. Donc toute sa vie, il a conservé en quelque sorte, d'une façon assez, je dirais presque religieuse, cette figure du maître de Paris et ses patients qui étaient allongés sur le divan pouvaient voir sur le côté droit cette représentation de Charcot. Un dessin aussi très effectivement de ce dessin. Parmi les dessins très abondants qui sont présentés dans cette exposition, celui-là est particulier. C'est un dessin de Charcot qui a été fait sous l'influence du hashish. Donc Charcot a essayé lui-même de comprendre finalement quel pouvait être le ressort des psychotropes, qu'est-ce que ça pouvait modifier dans l'activité de la pensée, de même que Freud, à la même époque, va être un consommateur de cocaïne, parce que lui aussi, il est intéressé de savoir comment est-ce que des substances chimiques sont capables de modifier à la fois nos comportements, notre vision du monde, etc. C'était relativement courant, effectivement, à cette époque de... Pour les médecins, oui, son propre cobaye, ils étaient leurs propres cobayes parfois, voilà. Une partie importante, bien évidemment, de cette exposition, qui est baptisée les 3 humiliations. Ici, voilà, on cite Freud, qui parle des 3 humiliations de l'humanité.
Alors ça c'est On aborde à la fois Copernic, alors, Darwin et Freud. Alors c'est une chose assez magnifique de la part de Freud. Il a défini ce qu'étaient les 3 humiliations ou les 3 vexations narcissiques ou ontologiques de l'humanité, à savoir que nous avons été humiliés 3 fois dans notre histoire. La première fois quand Copernic dit que nous ne sommes pas le centre du monde. La seconde fois quand Darwin dit que nous ne sommes qu'un animal, que l'homme n'est pas, comme le pense l'humanisme, une création à part dans l'humanité, enfin dans le monde. Et donc c'est représenté ici par un magnifique tableau de Gabriel von Max qui tente de représenter ce qu'il appelle le Pithecanthropus alalus, c'est-à-dire une sorte de chaînon manquant entre le primate et l'homme. Hein, c'est une fiction, ça ne correspond pas à un être découvert, mais voilà, c'est disons le fondement animal de l'homme. Deuxième vexation. On n'est pas du tout dans le créationnisme. Alors, on n'est pas du tout dans le créationnisme, et ça, ce sera un sujet sur lequel, qui sera très important pour Freud. Et la troisième vexation qu'a subie l'humanité, c'est Freud lui-même qui en a été l'initiateur, à savoir qu'il dit « le moi n'est pas maître dans sa propre maison ». Le moi n'est pas maître dans sa propre maison, ça veut dire que l'essentiel de notre activité consciente est gouverné par l'inconscient. Et là, la découverte de l'inconscient, ça n'est pas simplement le fait de Freud. Tout un certain nombre de psychologues, psychiatres, etc., philosophes ont traité de ce sujet. Mais ce qui est nouveau chez Freud, c'est l'importance considérable qu'il donne à l'inconscient. Il considère que l'inconscient ne régit pas simplement notre vie végétative, mais elle régit l'ensemble de nos fonctions émotionnelles, et toutes nos pulsions, nos désirs, etc., sont régis par l'inconscient, que la partie consciente n'est que la mousse à la surface du verre, si on peut dire, mais que l'inconscient est le véritable noyau, le véritable noyau dur. Voilà. Sur cette partie-là, juste derrière nous, alors ici, on a abordé notamment ici, on a les expressions. Oui, alors ici on a une section qui est consacrée justement aux influences intellectuelles de Freud sur le plan évolutionniste. La première grande influence de Freud, ce sera Darwin, donc. Et pourquoi? Il y a 3 raisons pour lesquelles Darwin va être très important pour Freud. La première, c'est que Freud est un anti-créationniste. Il considère que l'homme et les animaux, l'homme, la femme, n'ont pas été placés dans le jardin d'Éden, tout fini, tout fait, mais que nous sommes le fruit d'une longue évolution qui est d'un lent processus de transformation. Qui est permanente, cette évolution. Comment? Qui est permanente, qui continue, et dont nous sommes momentanément, disons, le résultat. Donc ça, c'est le premier aspect de Darwin qui intéresse, c'est le fait qu'il est anti-créationniste. Le second chose qui va intéresser Freud, c'est que dans L'origine des espèces, publié en 1859, Freud est le premier biologiste à essayer de définir ce qu'est le beau. Il va donner une définition du beau, il va dire « est beau ce qui est sexuellement attirant ». C'est-à-dire que quand nous disons d'une personne qu'elle est belle, implicitement, ça veut dire pour nous qu'elle est sexuellement attirante. Et là, on se détache complètement justement de toute l'esthétique du XVIIIe siècle qui avait inventé toutes sortes de théories sur le fait que ne pouvait être beau que des choses dont nous étions nous-mêmes distants, détachés, etc. Non, Freud va revenir véritablement vers la sexualité, pardon, Darwin vers la sexualité à propos de la beauté, et il va en donner une explication biologique et non plus philosophique ou esthétique. Ça va passionner Freud, il y reviendra à plusieurs moments. Sinon, un autre ouvrage qui a marqué considérablement Freud, c'est L'expression des émotions, ouvrage dans lequel Freud montre que toutes les émotions du visage que nous avons, toutes les expressions que nous avons, en fait, ont un substrat archaïque. Il prend un exemple, ou parmi d'autres, il dit par exemple quand nous ricanons, nous relevons la partie moyenne de la lèvre supérieure. Pour nous ne comprenons pas le sens même de cette mimique, sauf que pour nos ancêtres primates, c'était une manière de dégager les canines et donc de faire peur à l'adversaire. Alors nous en avons une version diminuée, édulcorée, mais c'est ce reste-là qui fonde en quelque sorte cette expression. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Darwin, à ce moment-là, il comprend que peut-être on peut revenir en arrière à l'intérieur du développement de
l'être humain pour essayer de comprendre comment il fonctionne. Et l'un des émules de Darwin, les plus importants, c'est Ernst Haeckel, qui est un Allemand, qui est le premier à avoir diffusé la pensée de Darwin, va avancer une théorie qu'on appelle la théorie de la récapitulation, qui est fondamentale pour l'histoire de Freud. Il va présupposer que l'évolution de l'individu, de la fondation des gamètes jusqu'à l'âge adulte, récapitule l'histoire de l'humanité des origines jusqu'à nos jours. Autrement dit, nous sommes nous-mêmes le produit de toute une histoire, et ce n'est pas simplement la dernière couche qui compte, c'est toute la pile d'assiettes qui est en dessous qui continue à être active en nous. Et ça va être très important pour Freud, par exemple, notamment quand il va développer ses théories sur la sexualité infantile. Il va dire la sexualité, pour Freud, c'est un terme assez général, c'est la libido, tout ça. On abordera justement après aussi. Mais quand l'enfant, le premier jour, n'est-ce pas, tète le sein maternel, quand il est caressé par ses parents, ce sont les premières sensations de plaisir. Eh bien, il dit ces sensations-là et les différentes étapes par lesquelles passe l'enfant au niveau de la sexualité infantile, le stade oral, anal, phallique, etc., peu importe le découpage, chacun ne chasse pas l'autre, nous sommes la compilation de toutes ces étapes pour arriver à une sexualité adulte et génitale. Autrement dit, nous conservons en nous toute notre histoire. Je propose qu'on avance, Philippe. On va changer d'étage. Encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions. Alors, l'étage inférieur est consacré à son rapport à l'art. En fait, Freud, il faut savoir qu'à la fin de sa vie, il disposait de plus de 3000 pièces. Voilà. Qui étaient issues de fouilles égyptiennes, grecques, babyloniennes. Alors, à une époque où il était assez facile sans doute de se procurer des pièces antiques, Freud a commencé à être collectionneur dès les années 1890, pratiquement au moment de la mort de son père, et il va acquérir un très grand nombre de statuettes gréco-romaines, égyptiennes, assyriennes, jusqu'à en avoir plus de 3000, qui sont toutes conservées au musée dans sa maison de Londres. Alors pourquoi l'antique? Pourquoi cette fascination pour l'antique alors qu'il a peu de goût pour la peinture? On peut rappeler que la grande métaphore pour lui, c'est Rome, c'est-à-dire c'est l'archéologie, c'est l'idée qu'on peut revenir en arrière. Or pour lui, les mythes sont universaux, donc le fait de pouvoir revenir aux mythes qui ont été les mythes fondateurs de l'humanité, c'est une manière de revenir en arrière et donc de pouvoir trouver les mythes fondateurs de notre propre mécanisme. La ville de Rome, c'est un mélange, ça n'est pas simple, c'est pas simplement une ville historique, c'est une ville vivante qui est encore pétrie de toutes les strates qui ont été qui ont formé Rome depuis 5000 ans. Et donc en fait, pour lui, un cerveau, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, c'est à la fois du vivant et à la fois de l'archaïque qui subsiste en nous. Vous voyez justement à l'image, il y a 30 secondes, une magnifique maquette de Charles Maton qui représente le bureau de Freud. On voit très bien que le bureau était totalement envahi de petites statuettes. Il y avait pratiquement juste la place de mettre une feuille de papier pour écrire. Voilà. Il y avait autant de statuettes dans son cabinet d'analyste, c'est-à-dire que par rapport, disons, au psychanalyste lacanien qui vous insère dans un white cube, n'est-ce pas, sans rien, en étant complètement dégagé de tout, il fallait imaginer quand même que le patient de Freud, allongé sur son divan, était entouré de milliers de dieux, de gorgones, de chimères, de sphinx. Donc là, je pense qu'il y avait quand même c'était une manière de réveiller en quelque sorte les fantasmes, de réveiller ce qui est le plus au fond de l'être humain. Juste avant qu'on passe à la pièce consacrée à la psychanalyse, il y a Alice qui nous posait une question, qui nous demandait si elle pouvait venir aujourd'hui. Oui, elle peut venir aujourd'hui. Et il y a des ouvrages aussi qui sont consacrés à cette exposition et à Freud, de façon générale, qui sont accessibles et qu'on peut acheter ici au musée. Voilà. Juste un tout petit mot, parce que c'est très intéressant. On sait que le complexe d'Oedipe a été déterminant dans l'histoire de la psychanalyse. Le sphinx, c'est ce qui représente l'animalité, c'est ce qui représente tous nos pulsions les plus basses, c'est ce que Freud appellera le ça.
pulsion meurtrière, pulsion sexuelle, pulsion d'agressivité. Et pour Freud, celui qui répond à la question du sphinx, c'est-à-dire celui qui est capable finalement c'est celui qui est capable de dominer ses passions. Et donc, c'est celui qui est capable d'avoir du pouvoir sur les hommes. Autrement dit, on passe, en répondant à la question du sphinx, on passe de l'animalité à la culture. Et c'est une des raisons pour laquelle son ex-libris, cette petite image qu'il collait à l'intérieur de ses propres livres, représente Oedipe et le sphinx, puisque Freud s'identifie en quelque sorte à Oedipe. Et pour être tout à fait complet sur ma réponse précédente à Alice, elle peut venir jusqu'à 19h. Comme je disais, Philippe, on arrive dans une pièce consacrée à la psychanalyse. Du coup, il aura fallu attendre 1896 pour qu'on emploie pour la première fois le terme même de psychanalyse. On voit là au centre de la pièce le divan, parce que le divan est né à ce moment-là. Voilà. Alors, la cure psychanalytique en tant que cure par la parole, ça n'est pas véritablement une invention de Freud. L'un de ses maîtres, qui s'appelait Joseph Breuer, est un des premiers à avoir instauré cette cure par la parole avec l'une de ses patientes qui s'appelait Bertha Pappenheim. Et ensuite, Breuer utilisait beaucoup l'hypnose, etc. Freud va se dissocier des pratiques hypnotiques. Il a expérimenté quand même. Qu'il a beaucoup expérimenté pendant les 15 ans qui ont suivi son retour de Paris. Et il va effectivement inventer un dispositif d'étude de ces patients qui est exactement à l'opposé de ce que l'on a vu dans le tableau de Brouillet. Au lieu d'avoir 50 paires d'yeux dirigés vers le malade, eh bien, il va tourner le dos au malade, il va de façon à dénouer en quelque sorte les problèmes de suggestion. Aucun jeu de regard. Aucun jeu de regard, on aurait même pu mettre le fauteuil dans l'autre sens. D'ailleurs, on sait que la disposition que le divan et le siège de Freud avaient dans son bureau, le divan était placé au fond sur le mur avec la tête de la patiente ici, et Freud regardait dans une direction à 90 degrés, donc il ne se croisait pas, il ne voyait pas plus ses patientes que ses patients, ou ses patients que ceux-ci pouvaient le regarder. Petite chose intéressante, le mot divan, le divan fait partie du mobilier standard de l'époque au XIXe siècle, surtout à la frontière de l'Empire ottoman et de l'Europe occidentale, puisque le divan est un meuble plutôt ottoman. Le mot divan vient du turc diwan, qui a donné en français le mot douane. Alors quand on sait qu'allongé sur un divan, la libre association était censée justement faire cesser la douane, c'est-à-dire entre ce qu'on peut dire ou ne peut pas dire, c'est-à-dire essayer justement de briser cette censure, cette autocensure permanente, c'est assez intéressant de voir que l'origine, ou plutôt le mot qui a été donné par Diwan en français. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Freud venait de perdre son père. Dans ce contexte-là, il avait commencé à auto-analyser ses rêves. Comment ça se passe? Comment on peut auto-analyser ses rêves? Alors, bon, c'est une des questions, pourrait-on dire, nodales dans l'histoire de la psychanalyse. C'est que le premier psychanalyste a dû s'auto-analyser. Ça montre une extraordinaire perspicacité, naturellement. Il a quand même eu un interlocuteur, puisqu'il a correspondu avec l'un de ses émules qui était Fleiss. Et donc, à chaque fois, il lui a envoyé ses rêves, il y a eu un retour de commentaires, etc. Il a essentiellement, dans ce grand ouvrage qu'on appelle l'interprétation des rêves, qui est l'ouvrage fondateur publié en 1900 de la psychanalyse, beaucoup des rêves qui sont analysés sont ses propres rêves. Quelquefois, il le dit, quelquefois, il ne le dit pas. Mais pas seulement, ce sont aussi des rêves de patients, des rêves qu'on lui a racontés, des rêves de ses propres enfants. Voilà. Donc, il essaye d'amasser le maximum de matériel pour essayer de comprendre et décrypter ses rêves. Je propose qu'on avance. On va changer de séquence, Philippe. Encore une fois, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Donc la pièce qu'on vient de visiter, voilà, elle est assez petite, elle montre bien que la psychanalyse n'est pas l'élément central de cette exposition. On ne voit pas une exposition sur la psychanalyse. Ça n'est pas une exposition sur la psychanalyse. En plus, c'est un sujet très, si on voulait traiter de la psychanalyse, surtout en France, ce serait un sujet très complexe parce qu'il y a eu de nombreuses écoles, etc.
Aujourd'hui, je pense que justement avec le recul, on est capable de prendre un peu de distance et de replacer Freud dans un contexte beaucoup plus large, de le réinsérer en quelque sorte dans le contexte à la fois politique, intellectuel, géographique, culturel, littéraire dans lequel il a baigné. L'une des thématiques phares traitées par Freud, on l'a abordé un petit peu avant, c'est la sexualité. Oui. Et notamment tous les contrastes qu'on peut aborder autour des troubles relatifs à la libido. Voilà. Alors, il faut savoir que déjà pour Freud, en bon partisan de Darwin, comme je l'ai dit, pour lui, l'émotion esthétique dérive des sensations de la sphère sexuelle. Donc, il y a une relation entre le beau et le sexuel. Mais la dissimulation progressive du corps par la civilisation, par le développement de la civilisation, fait que cet intérêt, d'une part, cette curiosité pour le sexuel est excitée par le fait que la chose est voilée, mais parce qu'elle est voilée aussi, elle va se déplacer. Et donc, finalement, nous n'allons trouver beau que ce qui va nous évoquer ce que nous ne voyons pas, d'où une sorte de déplacement, de sublimation en quelque sorte, qui va faire que notre intérêt va se porter plus sur des caractères sexuels qu'on dit secondaires et non pas sur le sexe lui-même. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles un tableau comme L'origine du monde reste relativement problématique, où Freud ne l'a pas vu, mais ce serait pour Freud un tableau problématique dans la mesure où on est à cheval entre une représentation directement sexuelle et un tableau qui se veut ou que nous considérons comme un tableau esthétique. Or pour Freud, en fait, il y a une quasi-incompatibilité entre les deux. On ne peut pas à la fois trouver beaux les organes sexuels parce que le refoulement imposé par la société nous oblige à déporter notre intérêt pour la sexualité vers d'autres zones du corps. C'est la deuxième fois seulement, je crois, que L'origine du monde est prêté par le musée d'Orsay. Oui, c'est une exception et un honneur pour cette exposition et pour nous et pour le MAGE de pouvoir bénéficier de ce tableau et surtout de pouvoir bénéficier du petit tableau qui est à côté, qui est le tableau d'André Masson, puisque en fait, l'une des problématiques très intéressantes de ce tableau est que ce tableau a été constamment caché. Commandé par Khalil Bey en 1866 à Courbet. Le tableau était couvert d'un rideau vert quand il était chez Khalil Bey. Ensuite, ce tableau passe entre les mains d'un collectionneur hongrois qui lui-même lui met une sorte de cache qui était peint par Courbet lui-même et qui représentait un château imprenable. Et ensuite, quand par un concours de circonstances incroyables, Lacan, après la guerre, va acquérir le tableau, il va demander à son beau-frère, qui était André Masson, de peindre un cache pour venir masquer le tableau. Et là aussi, c'est une problématique très intéressante sur le plan de la psychanalyse. Il faut savoir que l'un des concepts clés, c'est le refoulement. C'est le fait que nous refoulons un certain nombre de choses, pas consciemment, inconsciemment, nous refoulons un certain nombre de choses que nous ne voulons pas voir, que nous ne pouvons pas voir, et donc nous fabriquons ce que Freud appelle des souvenirs écrans. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à l'enfance, Freud dit « nous n'avons pas de souvenirs d'enfance qui soient fiables ». Tous nos souvenirs sont des souvenirs reconstruits. On les a refabriqués de façon à les rendre acceptables. Et on peut penser que cette succession de caches autour de l'origine du monde est une magnifique illustration justement de ces souvenirs écrans. C'est-à-dire que pour ne pas voir la chose, pour ne pas être face à face avec la chose que nous ne pouvons pas voir ou que nous ne voulons pas voir, nous fabriquons des substituts. Et cette partie-là justement de l'exposition illustre parfaitement ce que vous abordez actuellement, Philippe, par rapport à la libido, justement, les troubles qui à la fois effectivement rendent malade psychiquement, mais qui en même temps peuvent donner lieu à des créations particulièrement importantes pour l'humanité. Alors, ça c'est le problème de la sublimation chez Freud. Freud considère que la pulsion sexuelle, quand elle est détournée, peut se sublimer et produire des œuvres qui, à l'inverse de la sexualité qui est tenue à distance par la société, vont au contraire être valorisées, reconnues, adulées. Vous parliez d'entre-deux permanents, en fait. Alors, ce qui est intéressant ici pour la série qui est montrée ici, il y a deux affiches de Kokoschka, 3 dessins d'Egonschil et un dessin de Klimt. C'est que ces 3 artistes sont des artistes viennois qui ont vécu, qui étaient contemporains de Freud, et Freud ne s'est absolument pas du tout intéressé à la peinture de son époque et à la peinture viennoise, plus particulièrement, c'est-à-dire la peinture qu'il pouvait très facilement voir. Volontairement, il ignorait.
Il n'en parle pas, ça n'existe pas. Alors on peut faire une remarque sur ce sujet, c'est que ce qui est incroyable ou plutôt étonnant, c'est que finalement ces artistes ont traité de thèmes qui sont extrêmement proches de ceux qui ont été traités par Freud. Par exemple ici, vous avez une représentation de Klimt d'une femme en train de se caresser, mais si vous pensez au tableau de Klimt représentant des scènes d'amour, vous avez toujours par exemple un crâne, une représentation de la mort à côté. Bon. Donc le rapport entre la pulsion sexuelle et la pulsion de mort est un sujet qui a hanté la vie de Klimt. Quand vous regardez des dessins de Schiele, vous n'êtes pas du tout ici dans une vision hédoniste de l'amour. On sent plutôt culpabilité, solitude, angoisse. Ça se voit sur les expressions. Autrement dit, ici, c'est une expression de la sexualité qui traduit beaucoup plus, qui est quasiment névrotique, qui traduit beaucoup plus l'angoisse liée à la pulsion sexuelle par rapport au refoulement qu'en impose la société. Autrement dit, on a un pied de chaque côté, un pied dans nos pulsions et un pied de l'autre côté dans la société qui impose des refoulements. Et Freud aura cette phrase magnifique, il dira il n'est pas sûr, ou plutôt je crois que c'est même pas il n'est pas sûr, il n'entrait pas dans les plans de la création que l'homme soit heureux. Hein, c'est-à-dire que nous serons perpétuellement pris dans ce conflit entre d'un côté nos pulsions, notre agressivité, nos pulsions de crime, etc. et le fait que la vision, la société impose altruisme, impose de partager, impose de respecter son voisin comme soi-même, etc. Et que nous sommes pris entre deux feux et qu'il n'y a pas de bonne solution si ce n'est d'arriver à jongler avec les deux. Freud n'est pas du tout, n'a jamais prôné la libération de la sexualité. Il a été d'ailleurs critiqué dans les années 1970, tout ça au moment des Peace and Love, comme étant un peu réac pour certains. Pour d'autres, se sont servis de ces théories pour dire que la sexualité... Mais Freud a une position très, on pourrait dire très moyenne. C'est pas véritablement un conservateur, c'est pas non plus, à ce titre-là, progressisme, les deux mots ne conviennent pas. Il dit, voilà, si pour que la société existe, il faut réprimer une partie de nos pulsions, pas complètement, parce que sinon on fabrique des névrosés, mais il ne faut pas non plus leur laisser trop libre cours, parce que sinon on ne vit plus dans une société, on est dans la jungle. Vous parliez de libre cours, Philippe. Autre notion clé dans le travail, dans le parcours de Freud, ce qu'on appelle la science des rêves, l'importance des rêves, et en tout cas de leur interprétation, pour réussir à comprendre, pour réussir à faire un travail de psychanalyse. Alors, Freud va commencer à analyser ses rêves très tôt. Ça va être, au début, c'est juste une sorte de moyen adventiste, et puis il va s'apercevoir qu'en fait, c'est comme il le dit, l'interprétation des rêves, c'est la voie royale d'accès à l'inconscient. Donc c'est vraiment, il va comprendre que c'est une des portes d'entrée possibles, pas la seule. Les lapsus, les actes manqués, toutes ces choses-là font partie aussi des voies d'accès à l'inconscient. Et donc il va interpréter les rêves. Pour lui, l'activité onirique met en scène des désirs refoulés qui sont présentés sous des déguisements. Et donc, l'objectif de l'interprétation du rêve, ça va être de dissocier le contenu manifeste, c'est-à-dire ce dont on se souvient au réveil, qui paraît farfelu, alambiqué, avec des scénarios impossibles, du contenu latent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière, et donc d'essayer de dégager le contenu latent du contenu manifeste. En sachant que Freud n'est pas du tout mécaniste sur ce plan-là, il n'est pas comme certains élèves de Jung qui considéraient qu'il y avait une symbolique particulière des rêves, il considère que c'est avec l'histoire de chacun que l'on peut décrypter les rêves. Il n'y a pas de méthode assimile, on est obligé de rentrer dans l'histoire personnelle de la personne, de l'individu, pour pouvoir comprendre la nature de ses rêves. C'est en ça aussi que le divan est un élément central dans le travail. Oui, Freud. parce que par la libre association, par le discours que Freud invite, c'est-à-dire Freud va inviter son patient à lui dire tout ce qui lui passe par la tête, sans barrière, y compris si ça paraît incongru, y compris si ça paraît peut-être grossier ou déplacé. Au contraire, il va le pousser, n'est-ce pas, à laisser parler, de façon justement à pouvoir raccorder et refabriquer des associations que le surmoi empêche en quelque sorte. On a un commentaire de Marie-Christine qui nous dit le rêve, c'est voir l'humain, non ? Oui, si on considère que pour Freud, l'inconscient, c'est la partie de l'iceberg invisible, on peut dire que rentrer dans nos rêves, c'est une des parties les plus importantes de notre activité psychique. Et elle demande aussi si les expériences seules
seul compte aussi. Qu'est-ce qu'on entend par expérience seule? Marie-Christine, apportez une précision, je ne sais pas, je ne fais que répéter. Avançons peut-être, Philippe, sur une autre étape de cette exposition. Et notamment, on va parler un petit peu de Duchamp. Voilà ici une œuvre que tout le monde connaît, qui est le fameux urinoir de Duchamp, qui date de 1917, donc qui est contemporain de Freud. La première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a un rapport entre le sexuel et l'excrémentiel chez les êtres humains. Donc cette chose est mise en évidence dans la mesure où, pour Duchamp, c'était une provocation. Il présentait l'urinoir comme si c'était une vulve. Et il a cette phrase assez violente, il dit « On n'a pour femelle que la pissotière et on en vit ». Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'il était exposé ici, indépendamment des rapports entre sexuel et excrémentiel? C'est aussi parce que Freud a une théorie, notamment sur l'impuissance psychique masculine. Il dit que les êtres humains sont partagés, les hommes sont partagés entre un courant tendre et un courant sensuel. Le courant tendre, c'est le courant qui idéalise la mère, c'est le courant maternel, c'est celui qui fait de la femme un être presque de dévotion, et puis le courant sensuel, c'est le courant proprement sexuel. Et Freud dit que chez les hommes qui n'ont pas réussi à faire fusionner ces deux courants dans la vie adulte, eh bien, quand ils idéalisent trop la femme qu'ils aiment, ils se retrouvent en situation quasiment incestueuse parce que cette idéalisation les renvoie à la mère. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces hommes ont tendance à choisir des femmes qui sont socialement, par exemple, de conditions inférieures, je mets le mot entre guillemets, à elles, c'est-à-dire c'est le rapport du maître et de la servante, c'est les prostituées, etc. Parce qu'à ce moment-là, ils ne sont plus dans la situation d'être confrontés à un inceste refoulé qui reviendrait faire surface. C'était une approche un petit peu trash, effectivement, voilà. de la chose. Mais après, je pense que ce qui est important aussi de considérer, c'est qu'on peut contester certaines de ces théories chez Freud, ne pas être d'accord, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il est le premier à avoir mis les pieds dans cette jungle qu'est la sexualité. Il est le premier à avoir essayé de mettre des mots sur des choses sur lesquelles personne n'avait jamais mis de mots. Le mouvement surréaliste, c'est très rapidement des rapports assez compliqués entre les surréalistes, et notamment Breton et Freud. Alors, Freud les considérait quand même comme des fous intégraux. Freud considérait les surréalistes comme des fous. Il faut se rappeler que André Breton avait fait ses études de médecine. Pendant la guerre de 14-18, il avait été lui-même travailler dans un centre de psychiatrie à Saint-Dizier. Il lit les théories de Freud et les premiers ouvrages de Freud sont traduits à partir du début des années 20. Et il y a deux choses qui intéressent deux choses qui intéressent Breton chez Freud. C'est d'une part l'inconscient, puisque le mouvement surréaliste va essayer de libérer en quelque sorte toutes les barrières pour essayer de représenter des mécanismes qui sont liés à notre inconscient. Et d'autre part, le phénomène de la libre association dans la psychanalyse que Breton va convertir en écriture automatique. Autrement dit, il va inciter les auteurs, les poètes, n'est-ce pas, à laisser filer l'encre. Bon. Qui est ce fameux laisser-aller, justement. Voilà, qui est le même laisser-aller de la psychanalyse. Et donc, pour Breton et ses émules, Freud est une sorte de mentor. Et en 1921, il va prendre le train jusqu'à Vienne pour aller, il prend rendez-vous avec Freud et il veut aller interroger son mentor. Et Freud le reçoit. Malheureusement, déception complète. Freud lui dit, mais mon jeune homme, je ne comprends pas du tout ce que vous me racontez, votre mouvement, je l'ignore. Et Breton ressort du 19 Bergasse en disant, mais il ne m'a rien dit, je n'ai même pas de quoi faire un article. Bon, il n'en demeure pas moins que Breton continuera à lui envoyer ses livres, qu'une petite correspondance s'établira entre les deux hommes, même s'il faut bien reconnaître effectivement que les surréalistes ont effectivement intégré quand même une grande partie de l'œuvre de Freud. Mais Freud, d'une part, comme je l'ai dit, s'intéresse peu à la peinture, et d'autre part, je crois qu'il y a pour lui une supercherie à vouloir reconstituer artificiellement des images de l'inconscient. C'est-à-dire que quand Freud plonge dans la psyché d'un individu, il essaye de dénouer, de mettre à jour des choses qui sont extrêmement profondes. L'idée qu'on pourrait artificiellement recréer des images potentiellement représentant des mécanismes inconscients, je pense que ça lui paraît complètement
surfait. Je vous propose qu'on finisse, Philippe, sur la judaïté de Freud, avec notamment ce moulage en plâtre impressionnant de Michel-Ange qui représente Moïse. Difficile de ne pas aborder Freud sans la spiritualité finalement. Alors, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais toute sa vie, Freud s'est revendiqué matérialiste et athée. Il disait « je suis un juif sans Dieu ». Bon. Il n'en demeure pas moins que la figure de Moïse, il l'écrira à André Louis-Salomé, il dit « la figure de Moïse m'a poursuivi toute ma vie ». En 1917, il consacre même un livre à cette figure de Moïse, notamment le Moïse de Michel-Ange, qu'il va voir à chaque fois qu'il va à Rome, qui est conservé à Saint-Pierre-aux-Liens. Il est fasciné par cette figure. Il dit d'ailleurs que la sculpture l'impressionne beaucoup plus que la peinture en général. Et il va même essayer de l'analyser, de la décrypter avec, disons, une approche quasi psychanalytique. D'abord, il va remarquer que, contrairement au texte biblique, quand Moïse descend du Sinaï, Moïse découvre les Hébreux en train d'adorer le veau d'or, et que fait-il? Il casse les tables de la loi. Et il dit Moïse ne représente pas du tout ça, il montre un être qui se domine, qui regarde d'un air courroucé les Hébreux en train d'adorer le veau d'or, et au lieu de céder à la colère, eh bien, il se dit qu'il est plus important de protéger les tables de la loi, et donc il les resserre sous son coude pour ne pas les casser. C'est ce qui fait pleinement écho à Freud quelque part. Alors, ça le contraste entre la colère de ne pas voir ces théories adoptées, comprises, et en même temps la sérénité nécessaire pour les transmettre. C'est évident que Freud s'est identifié à cette figure patriarcale de Moïse, d'autant plus qu'en 1917, il venait de se brouiller avec Jung, et donc il est très déçu et très en colère de voir que la psychanalyse qu'il voulait diffuser de façon universelle, pour l'instant n'arrive pas à trouver, disons, son assise, et il est balancé entre sa propre colère et l'envie en même temps de conserver ses écrits, de conserver ses théories et de les diffuser. Donc pour lui, c'est une représentation à laquelle il s'identifie de toute évidence. Oui. Vous vouliez peut-être aborder très rapidement cette dernière œuvre? Alors, dans cette salle sont mis en balance un tableau de Mark Rothko qui date, je crois, de 1968 et qui vient faire le contrepoint, ou plutôt une sorte de contrepoint, au moins sur le plan graphique, avec le Moïse. N'oublions pas que Moïse, c'est celui qui brise les idoles, c'est-à-dire c'est celui qui privilégie la parole par rapport à l'image. Et là, Rothko, qui était lui-même de famille juive, pratiquante, va faire ce tableau en affirmant même avoir voulu rechercher dans les couleurs même rouges et terre quelque chose qui était de l'ordre des couleurs du temple de Jérusalem, et surtout on est devant l'image de la non-image, c'est-à-dire que nous sommes confrontés en quelque sorte au tragique humain en l'absence de toute image. Et le parcours de Freud ici, depuis le tableau de Brouillet jusqu'à cette toile, et finalement vient se boucle en quelque sorte, puisque on est passé du surinvestissement du regard à quelque chose qui est sans image et où la parole a sa place. Merci beaucoup Philippe Comard. Je rappelle que vous êtes conseiller scientifique et vous faites partie du commissariat de cette exposition. Sigmund Freud, du regard à l'écoute, la première exposition en France donc consacrée à Sigmund Freud, a ouvert ses portes mercredi dernier, et ce jusqu'au 10 février 2019. Avec un magnifique catalogue donc, qui est accessible à la vente au musée, effectivement. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas vu le début de la visite, sachez que le replay de ce live sera accessible d'ici 30 secondes, une fois qu'on l'aura coupé. Merci à toutes et à tous pour toutes vos questions et vos remarques. Merci Philippe. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous et à très vite.